La rencontre avec Alain Thomas date de fin 2014, on va dire début 2015. À l'époque, je travaille en fait à résoudre une problématique qui m'a été adressée qui concerne un site en Vendée, la Maison de la Rivière. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de lui redonner une nouvelle fonction, une nouvelle orientation. Et je propose très vite à la collectivité de nous engager sur un projet d'exposition de plein air, et surtout avec des artistes qui travaillent, on va dire, en lien avec la nature et la faune. Et donc, en fait, dans mes recherches, je tombe tout simplement sur Alain Thomas, que je connais très peu, si ce n'est que voilà une grande fresque qui est apposée sur un mur de la ville de Nantes. Et puis je prends contact avec lui et on trouve un terrain d'entente, mais avec ses spécificités qui est en fait, où j'indique tout de suite à Alain Thomas, compte tenu déjà du fait que ces œuvres, pour la plupart, ces originaux, ces petites peintures qui font 50 cm par 50 cm, ne sont plus disponibles, elles sont toutes vendues pour l'essentiel de son œuvre. L'idée de partir de ces hectares, de les reproduire et de faire des très grands tableaux et les exposer en plein air, au-dessus d'une rivière, d'avoir une visite comme ça qui soit totalement singulière, en barque et sur la rive. Et donc c'est une première pour Alain, puisque avant ce moment-là, jamais Alain n'avait exposé dans le milieu naturel, en extérieur. Au terme donc de cette exposition, la première exposition qu'on a réalisée ensemble avec Alain Thomas, qui s'appelait en fait la nature en féerie à Saint-Georges-de-Montaigu, qui n'existe plus, je précise, maintenant c'est Montaigu, parce que c'est une nouvelle commune, eh bien, le succès a été quand même assez considérable. Je crois que plus de 20 000 personnes ont visité l'exposition, et donc, dans la suite logique, je décide en fait de poursuivre notre compagnonnage, et je propose donc à Alain Thomas de créer l'Odyssée des oiseaux. C'est un concept auquel j'ai réfléchi déjà depuis quelques années, qui était de créer un dispositif d'exposition de plein air à l'échelle régionale, en créant un parcours plutôt itinérant, en fait, donc de permettre aux gens de découvrir une œuvre, mais de manière assez singulière, d'aller de territoire en territoire. Et puis surtout, la vocation première de l'Odyssée des oiseaux, c'est de donner la possibilité à des communes qui sont peu dotées sur le plan culturel et patrimonial, au niveau artistique, de se doter justement d'œuvres, et de permettre aussi, avec ce dispositif d'exposition ou d'œuvres pérennes, puisque l'idée de l'Odyssée des oiseaux, de ce parcours, c'est de permettre à des collectivités d'acquérir en fait des œuvres qui sont à la fois issues en fait de l'univers d'Alain Thomas, mais qui sont traduites par moi et mon atelier de design. Donc aujourd'hui, il y a à peu près, je dirais, j'ai plus le chiffre exact, parce qu'il y a aussi des projets en cours, mais on n'est pas loin d'une quinzaine d'œuvres quand même qui sont visibles à la fois en Loire-Atlantique et puis dans les Côtes-d'Armor, puisque on a élargi le périmètre, il y a eu une forte demande au niveau de la Bretagne, donc il y a des projets en cours, et puis il y a également la Vendée qui est concernée, puisque c'est le point d'origine, c'est le point où on a démarré. Donc il est tout à fait probable, même c'est en cours, qu'une œuvre voit le jour en fait du côté de Montaigu. Avec Alain Thomas, j'ai trouvé vraiment, il m'a semblé, à mon niveau, l'artiste idéal, compréhensible de tous, où il n'y a pas besoin d'un organe traducteur pour nous faire comprendre de quoi est fait son travail, puisque c'est un travail figuratif et qui concerne tous, et puis auquel on est sensible, la nature, les oiseaux, alors des oiseaux exotiques, flamboyants, donc voilà, une œuvre plutôt joyeuse. Et donc c'est un peu mon sésame. C'est ce qui a permis en fait véritablement de nous ouvrir pas mal de portes dans un projet qui concerne des expositions comme à Hénon, où à Hénon justement la commune a été très sensible en fait à l'univers d'Alain, au travers d'une rencontre qui s'est faite, alors je précise, par Jean-Claude Tilly, qui est un prof en fait qui habite une petite commune à côté de Hénon, et qui lui déjà avait entrepris un travail de sensibilisation de l'art auprès de ses habitants. Et c'est par son entremise qu'on a rencontré la ville d'Hénon. Et donc la ville d'Hénon qui a dit « mais moi je souhaiterais en tous les cas, le maire et puis son équipe municipale, qu'on organise une exposition d'Alain Thomas sur notre commune ». Donc on a procédé à cette première exposition, et moi j'ai donc proposé très vite à la collectivité d'exposer en fait comme on le faisait, comme on l'avait fait précédemment, plutôt dans des environnements naturels, mais là on n'était malheureusement pas de parc ou de la nature, mais de la campagne. Et donc l'idée, c'était de rester concentré sur cette petite commune qui est constituée de 2200 habitants, donc c'est quand même pas très grand. Et donc ce que j'avais vu, et ce que tout le monde voit d'ailleurs quand on arrive dans une petite commune comme celle-ci, c'est la taille de l'église. C'est presque une cathédrale, et elle est comme ça, c'est le noyau dur, le centre de la commune, et j'ai proposé donc à la ville d'exposer directement sur les murs de l'église. Donc il fallait évidemment faire une demande
à la paroisse, et puis on a eu l'autorisation, et donc on a installé des éclairages, et les premières reproductions ont pris place sur les murs de l'église, sur l'enceinte, et puis également dans les commerces. Et ça a été l'occasion, parce que moi c'est un cheval de bataille, c'est justement, comme je le disais, dans cette perspective de créer du développement culturel dans les petites communes, c'était de mobiliser les forces vives, donc déjà collectives, de fédérer, et puis également de solliciter peut-être des privés qui vendaient voilà, leurs lieux, les commerces qui restaient comme ça avec leurs petites pancartes à vendre depuis des années. C'était le cas à Hénon, où il y avait une petite épicerie qui était à vendre et qui n'arrivait pas à vendre. Et dès qu'on est arrivé, qu'on a commencé en fait à communiquer sur le projet, la boutique s'est vendue. Et donc voilà. Et ce qui était intéressant à l'époque, je le dis parce que ça a un lien avec l'abribus, c'est que je souhaitais qu'il y ait en fait une galerie, ce que j'ai appelé la galerie éphémère. Donc on a investi un local qui était à vendre, un ancien commerce, avec l'accord du propriétaire, qu'on a réhabilité avec les forces vives, comme je le disais, des habitants, les bénévoles. Et on en a fait un lieu qui a donc été le lieu réceptacle des œuvres d'Alain, qui étaient... Alors il y avait des originaux, pour le coup, ça c'était... voilà. Et puis des reproductions. C'était la petite galerie voilà, autour du projet global dans la ville. Le projet de l'abribus du Théâtre des Noms, c'est un peu l'aboutissement justement de toute cette temporalité qu'on a vécue et partagée avec les habitants de la ville des Noms, puisqu'il y a eu 3 expositions successives, ce qui est unique hein, dans notre... j'ai envie de dire dans notre travail avec Alain Thomas, puisqu'on en réalisait généralement une exposition dans une ville et puis après on s'en va dans une autre commune. Mais là, la ville a vraiment insisté, ils sont vraiment entichés de l'univers d'Alain, et compte tenu du succès aussi, parce que le défi c'était aussi d'exposer en plein hiver. Ça a été aussi un choix qui était assez audacieux. Et donc pour le coup, pour l'essentiel des œuvres qui étaient découvertes, elles étaient découvertes de nuit. Parce que je sache, l'hiver, le soleil tombe plus vite, c'est le cas en ce moment. Donc à partir de 17h, c'est rideau. Donc voilà, c'est l'aboutissement de 3 expositions successives. Une première au niveau de la commune, du centre-ville, le pourtour de l'église. La seconde, c'était d'investir directement l'intérieur de l'église. Donc ça a été vraiment un tour de force, où j'ai fait d'ailleurs retirer toutes les chaises pour l'inauguration, de redécouvrir en fait le lieu dans son origine architecturale. Et puis le 3e volet qui concernait aussi voilà, on a repris l'idée de l'exposition à l'intérieur de l'église, mais également d'investir le préau de la maison de l'enfance, où on avait déjà, j'ai accolé de la vitrophanie et rétroéclairée. Donc ça, j'ai envie de dire que cette somme de ces 3 années se retrouve dans l'abribus. C'est-à-dire que le choix de l'abribus, aussi de la structure telle qu'il a été conçu, c'est un peu un précipité du temps. Et c'est en fait une forme de synthèse de ces 3 moments successifs qui ont été vécus au sein de la ville des Noms. Et le choix de l'abribus s'est fait tout simplement parce que c'est une histoire de contexte. Moi, au bout de 3 années quand même, je connaissais plutôt pas mal les lieux, et donc je connaissais aussi les projets de la ville, et ils avaient le projet de réhabiliter le théâtre, qui était plus ou moins un petit espace, un hangar recouvert de tôle, pas très attractif. Et donc j'avais constaté, puisque juste en face de la petite galerie éphémère, qu'il y avait un abribus du département qui était constitué, qui était un peu de briquet de broc d'ailleurs, qui au fil du temps avait été restauré et qui ne ressemblait pas à grand-chose. Et donc là, pour le coup, je me suis dit, la question qui se posait, quand on essaie de transférer, en fait, de traduire une œuvre picturale qui est bidimensionnelle, ça se pose pour toutes les peintures. En l'occurrence, il s'agissait évidemment du travail d'Alain. Comment il faut un support. Alors, en dehors des fresques qu'on a beaucoup produites, qui sont pour l'essentiel des reproductions numériques sur des bâches et qui sont à poser sur des murs, des pignons, là, se posait aussi la question de l'originalité, mais de l'original. Comment rendre original une reproduction? En tout cas, y tendre. Et là, je me suis dit peut-être que le lieu, c'était un lieu fermé, mais ouvert et fermé. Donc l'abribus, ça me semblait le lieu idéal, parce que c'est un lieu où on se pose. Il y a un temps vraiment de pause. Les gens attendent, ils attendent évidemment le bus, le car, qu'il arrive, et puis ils ont un temps comme ça à perdre, hein. Vous voyez, un temps où on est dans un entre-deux. Et je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moment pour justement méditer ou prendre une respiration dans ce mouvement un peu trépidant qui est le nôtre. Et j'ai proposé à la collectivité de refondre
leur abribus et de faire un véritable projet architectural. Et puis par la même occasion, ce qui était assez impressionnant, c'est que à l'arrière de cet abribus qui existait, il y avait un énorme transformateur électrique d'une laideur sans nom. Et donc j'ai proposé à ce qu'on l'avale, à ce qu'on l'englobe dans cette perspective justement de refondre le théâtre et d'harmoniser en fait ce nouvel abribus avec l'architecture refondue du théâtre de Lille. Alors, pour être tout à fait précis dans la chronologie, je dirais que la première chose qui m'est venue, moi d'abord, c'est le caractère utilitaire. C'est-à-dire, vous savez, il y a un dicton qui dit joignons en fait l'utile à l'agréable, voilà. Et en fait, dans cette perspective, en fait, toujours de doter en fait les collectivités en milieu rural d'un vrai patrimoine artistique ou culturel, je me suis dit peut-être que pour le coup, c'était bien en fait que le denier public, l'argent public, qui est notre argent à nous tous, servent en fait des intérêts communs, collectifs. Et donc pour le coup, dans ce projet d'Abribus, c'était d'abord de permettre aux usagers d'avoir un lieu fonctionnel, mais beau. Donc de rendre compatible, de faire se rejoindre ces deux paramètres qui me semblent essentiels, à la fois l'utilitaire et le côté je dirais, esthétique, hein, c'est-à-dire de permettre en fait à des collectivités d'avoir un patrimoine utile pour des usagers, mais que ce patrimoine ça soit singulier et soit beau à regarder, beau à fréquenter. Donc c'est la question de l'embellissement des villes. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Alors on va dire que l'aspect décoratif, entre guillemets, puisqu'il s'agissait aussi de pouvoir laisser, rendre un hommage en fait à ces 3 années consécutives où l'œuvre d'Alain, l'univers d'Alain a été présent dans la collectivité, bien évidemment que pour moi il était évident que l'abri allait servir justement voilà, d'une petite enceinte pour y placer un panorama, enfin voilà, de plusieurs œuvres d'Alain, puisqu'en fait en l'occurrence on a réalisé en fait ce décor en fait, à partir de plusieurs tableaux d'Alain avec mes jeunes designeuses à l'agence. Donc moi j'ai fait d'abord la composition générale et puis après les films l'ont exécuté. Donc c'est 3 mois de travail vraiment conséquents. Hein. C'est-à-dire parce que il y a plusieurs œuvres qui sont évidemment accolées les unes aux autres, mais il y a également des morceaux, des fragments, des oiseaux, des éléments végétaux qui ont été recomposés, puisque Alain ne fait pas d'œuvre panoramique. Donc voilà, la question qui se posait pour moi, c'était de réunir ces deux points essentiels, à la fois la peinture d'Alain, donc l'aspect esthétique, décoratif, et puis l'objet fonctionnel, mais qui n'en demeure pas moins une œuvre architecturale singulière. L'architecture, alors je l'ai voulu compacte et ouverte à la fois, donc déjà il y avait ce souci d'envelopper à l'arrière de l'abri, qui était la partie la plus ouverte, d'englober cet énorme et hideux transformateur. Donc ça c'est vraiment une zone fermée. Donc moi j'avais proposé à ce que ce soit justement un bardage ajouré, voilà, plutôt en Douglas, avec un pare-pluie tout simple, donc quelque chose d'assez chaleureux, qui vieillit bien d'ailleurs avec le temps. Et puis sur la partie plus face en fait à la chaussée, et qui est plus accessible par les usagers, de l'acier laqué en blanc, pour vraiment être dans le contraste avec la dominante du minéral plutôt gris, tristou, un peu voilà, du granit breton qui domine. Et puis en fait la découpe qui est assez singulière, qui est une découpe au niveau de la toiture qui rappelle les toitures environnantes, à la fois la toiture latérale qui concerne le bain-douche et puis le futur théâtre qui va être réhabilité, qui est à l'arrière-plan. Donc j'ai repris vraiment cette découpe en dents de scie, un peu comme ça en zigzag, qui est un rappel en fait justement de l'environnement architectural de la ville, et qui rappelle aussi d'une certaine manière, quand on regarde la structure dans son ensemble, un petit peu l'église. C'est un peu, ouais, comme je le disais tout à l'heure, un précipité de tout ce qui a été expérimenté autour de ces 3... Et puis le blanc qui est là pour justement prendre la lumière, qui a une vertu, c'est-à-dire que le blanc est un réflecteur, et quand le soleil tape dessus en été, on sait qu'aujourd'hui, le réchauffement de la planète, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, et quand on est sous un abri, eh bien, c'est l'idée d'avoir un peu moins chaud. Voilà. Et puis il y a quand même cette singularité dans l'abri, c'était de faire que le décor, hein, qui est composé à partir de plusieurs tableaux d'Alain Thomas, soit rétroéclairé, c'est-à-dire que la nuit, l'abri puisse s'éclairer lui-même. Et puis ce qui tient les deux assises du banc, c'est ni plus ni moins un mât qui traverse la partie de la toiture dans son angle, puisque
l'abribus est constitué en fait d'un angle, c'était un mât signal qui rappelle à la fois l'arbre, puisqu'il y a des petites arborescences, et puis à son sommet, il y a un toucan qui nous indique que voilà, il y a un objet singulier qui se situe ici. Le process de fabrication, il a été très long puisqu'on a mis 2 ans quand même pour le réaliser. Alors moi, je suis un perfectionniste, donc j'ai vraiment été jusqu'au boutisme de ce qui m'est permis. Et donc j'ai travaillé avec plusieurs partenaires, donc une métallerie en Vendée et puis également en fait une entreprise spécialisée dans le verre et notamment dans l'impression. Alors c'était un défi pour eux parce que c'était une première de réaliser ce type de reproduction. Et la singularité du verre imprimé, ce sont des encres céramiques hein, qui sont en partie inorganiques, synthétiques et puis constituées aussi de silice, qui sont simplement projetées hein, par impression, donc c'est une technologie très très novatrice. Et puis après il y a une cuisson, donc c'est vraiment qui permet la fusion j'ai envie de dire, du motif pictural directement, une vitrification par justement j'ai envie de dire, le fait de chauffer le verre, puis après on le refroidit. Et donc c'est un verre trempé, donc qui a ces caractéristiques d'être plutôt qui résiste au choc physique et au choc aussi thermique. Donc l'enjeu c'était de permettre justement, comparé à toutes les choses qu'on a produites en extérieur dans d'autres contextes, c'était de donner une tonalité en fait plus pérenne que ce qu'on fait d'ordinaire. Avec le verre, ça ennoblit. Moi, je voulais vraiment que justement on soit garanti, et pour l'usager et pour aussi le commanditaire, que l'œuvre dure dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce procédé. Je suis plutôt ravi du résultat. Il me semble, quand on est touriste, en fait, quand on voyage un peu, en fait, quand on va dans des villes, c'est pour consommer du culturel, enfin en règle générale. Alors, le culturel le plus visible, c'est d'abord le patrimoine architectural. Mais quand les communes en sont dépourvues, ça pose un problème quand même. C'est la raison pour laquelle, moi, il me semblait que ça faisait partie de ma mission, en tout cas c'est celle à laquelle je m'attache, c'est de permettre à ces collectivités qui sont la plupart du temps dépourvues de patrimoine culturel ou artistique, de produire en fait, en tout cas à une échelle modeste, bien sûr, des environnements, des contextes, et donc des structures, du visible, du physique, qui permettent justement de rentrer en relation avec la ville d'une autre manière, de la regarder différemment. Et puis la question du beau, parce qu'en fait dans nos collectivités, c'est très étrange d'avoir de remarquer que les gens sont si soucieux de leurs intérieurs, qui dépensent énormément d'argent pour soigner leurs intérieurs, donc ils sont soucieux de l'esthétique de là où ils vivent, mais le dehors commun, il est soumis un peu à du tout venant. Donc ce qui prime très souvent pour les collectivités et ceux qui en ont la gestion, c'est la question de l'utile, c'est qu'il faut des instruments pratiques pour permettre aux gens de leur faciliter la vie dans la ville, les transitions, les transports. Et moi, il me semble que ce n'est pas du tout antinomique. On peut très très bien en fait produire de la fonctionnalité pour les usagers, mais de la beauté. Parce que la beauté, elle n'a pas qu'une fonction d'embellissement. Le beau, c'est un intérêt. Alors, chacun, en fait, a sa perception du beau. Hein. Il y a autant de perceptions, je vais dire, que d'œuvres qui en témoignent. Mais la question, c'était plutôt de se dire, mais produisons, en fait, quelque chose dans l'espace public qui permette tout à chacun de se redécouvrir sous un autre jour. La question de la mise en relation. Donc la question de la forme et de l'architecture en l'occurrence, mais il n'y a pas que l'architecture, il y a des œuvres aussi, des commandes publiques, on a vu des sculptures ou des parcs qui sont aménagés par des artistes, et moi-même j'y ai concouru sur d'autres aspects. Eh bien ça permet justement d'entretenir une relation avec sa ville et surtout avec la vie, le vivant. Le vivre ensemble. Et ça, je pense que c'est pour moi l'essentiel. Ce à quoi on s'attache avec l'Odyssée des oiseaux, c'est de produire autre chose que simplement d'apposer ou de faire un copier-coller de ce qui se fait ici ou là, mais c'est à chaque fois de créer en fait un contexte nouveau et de produire des effets qui vont permettre à tout à chacun d'être fier de là où il vit. Ouais.